Hey, très content de vous retrouver, mesdames, messieurs. Ce soir, on va retourner vers un dossier classique, s'il y en a un. On a même mis Blast Corps au 64 en background. Très content d'avoir avec vous le sympathique Dominique Auger, ingénieur, un ingénieur. Ah, ça va des bandes, celle-là. Ah, ben, hey, là, fais attention, ferme-le jamais. Là. Excuse-moi, j'ai dit qu'elle était très bonne ta joke, Tommy. Oui, t'as jamais dû l'entendre, hein? Non, c'est ça. Non, personne ne m'a fait de joke avec ça, jamais. Jamais. Bon, ben, de quoi qu'on parle? Ben, comme tu disais, on parle du 11 septembre. Écoute, je veux juste prendre peut-être petit 30 secondes pour me présenter, si ça te dérange pas, Tommy. Ben oui, certain. Écoute, moi, j'ai un ami de la communauté d'Outer. Je suis venu chez vous une couple de fois. C'est vrai, ben oui. J'ai même fait un addendum une fois avec toi. C'est vrai. On avait regardé du Bullshido. C'était drôle en asti, Oui. tant qu'à moi. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de fun. Oui. Là, je suis d'autant plus content d'être physiquement présent avec toi pour le faire. La dernière fois, ça avait été quand même difficile parce que je travaillais de nuit, j'étais de garde. Mon ancien travail, on faisait des gardes de 24 heures. Puis là, ben, je m'étais trouvé un collègue pour me remplacer pour le faire. Fait que, tu sais, je l'avais fait un peu, ben, je dirais pas à la va-vite, là, mais tu sais, une fois terminé, j'étais pressé de retourner à mes affaires parce qu'il se passait des choses, je voyais ça du coin de l'œil. Là, j'ai tout... j'ai la conscience tranquille. En toute quiétude, je peux faire mon addendum. Puis même peut-être profiter des autres clips que tu mettras. Ben oui, certain. après, On là. a un Alexis tantôt. Moi, je pense que ça va accélérer parce que son explication d'Epstein la semaine passée, j'ai pas l'impression que les gens vont l'avoir digéré. J'ai hâte de voir ça. On va y retourner. On verra tantôt. Pour l'instant, 9/11, tu voulais te présenter. C'est quoi? Oui. Ben, c'est-tu là que je vais chercher le... Vas-y, parle-moi c'est dans l'ordre que toi tu veux. Là. oui, OK. Juste avant de mettre la première image, là, oui, on parle du 9/11. J'ai fait un dossier qui est comme à peu près qui est en fait en deux volets. Le premier, on va voir un peu la complosphère qui gravite autour de cet événement-là en particulier, puis est importante parce que pour beaucoup de monde, c'est le début de leur aventure dans le terrier du lapin, si Absolument. on veut dire. Moi, ça m'a amené là, 9/11, puis Loose Change, là, oui. Oui, Loose Change en particulier, effectivement. Ben, tu peux la mettre la première image, en fait. C'est juste la pochette de Loose Change. Ça l'a vraiment... pour beaucoup de monde, ça a changé leur vie. Puis, personnellement, je pense que c'est peut-être pas pour le mieux, mais... néanmoins, c'est fondateur dans la culture complotiste moderne. Là. Oui. Ça a changé beaucoup de choses. Et puis, c'est de cet événement-là dont on va parler aujourd'hui en particulier. Mais ce documentaire-là, écoute, je ne l'ai jamais écouté dans son intégrale. Je pense son intégralité, je pense que ça dure 2 heures plus. Ouais, c'est un bon quand même 2 long. heures. Là, aujourd'hui, écoute, je ne veux pas parler de ça. On pourrait parler de tous les mythes. Là. Il y en a des dizaines et des dizaines. Là. Moi, la deuxième partie de mon dossier va porter sur 2 mythes en particulier. Puis là, on va aller beaucoup plus dans l'aspect technique. On va parler notamment du fameux mythe qui veut que le gaz d'avion, ça brûle pas à une assez haute température pour faire fondre les beams. Je pense que ça prend pas tête à Papineau pour comprendre que c'est pas très, très réaliste de dire ça, mais on va voir en détail vraiment pourquoi ça n'a pas d'allure de dire ça. Puis que non seulement c'est pas ça qui est arrivé, mais que c'est impossible que ça soit pas ça qui arrive. OK. Si tu chauffes de l'acier à cette température-là, ça a des impacts significatifs. On va le vérifier. Et puis, on va parler aussi d'un autre événement qui ressemble un peu au 9/11, qui est souvent utilisé pour faire une comparaison, selon moi, indue. Puis on va voir pourquoi. En l'occurrence, un bombardier B-25 qui est entré en collision avec le Empire State Building en 1945. Puis j'ai souvent, même pas plus tard que cette semaine, vu des gens utiliser ça en disant si une vieille bâtisse érigée en 1912 résiste à un bombardier de l'armée, viens pas me faire croire qu'un avion civil va détruire une tour hyper moderne bien mieux conçue. Ouais, j'ai l'impression que la quantité de gaz, puis en tout cas... Plusieurs facteurs. Ouais, on va voir ça en plus grand détail, là, mais la seule chose qui se ressemble entre les deux, c'est pas mal le fait qu'il y ait un avion qui est en contact avec une tour, puis c'est pas mal tout. On va voir ça plus en détail. Fait que, pour commencer, ben, tu peux passer à l'autre image, là, si tu veux.
ici, on voit des activistes complotistes qui s'intéressent particulièrement à la question du 11 septembre. On les nomme les Truthers. On en a parlé souvent au Merconspie. Encore aujourd'hui, c'est des gens dont on entend parler régulièrement. Il existe plein de groupes comme celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai choisi de critiquer plus aujourd'hui. Mais tu sais, il en existe plein d'autres. Celui-là, c'est Architects and Engineers for 9/11 Truth. Mais t'as Artists and Musicians for 9/11 Truth. Oui, t'en as de tout. Ça va dans tous les Deer sens. Hunters and Ballerines. Exact. Oui, Puis c'est correct, by the way, en vertu de la liberté d'expression puis de la liberté d'association, de dire, nous, les pianistes pour la vérité des extraterrestres, mettons, c'est correct. Mais à quel point ça nous intéresse vraiment d'avoir leur opinion? Tu as le droit de t'intéresser à ça autant que tu veux, mais... ils n'ont pas de compétences particulières, ni accès à des mesures ou des outils uniques qui pourraient... Pas plus que n'importe qui. Les amener... C'est ça. Fait que l'opinion d'un pianiste ou l'opinion d'un signaleur routier, genre Fidèle Lachance, mettons, c'est correct, il a le droit d'en avoir des opinions puis de les véhiculer autant qu'il veut, mais c'est pas nécessairement crucial de la prendre en considération tout le temps. T'sais. Maintenant, si tu veux, tu peux avancer à l'autre image déjà. Il y a plein de monde qui se sont greffés à plein de ces groupuscules-là. Lui, on le connaît bien, Alex Jones. J'ai choisi une image que je trouve drôle. Il y a même un gif que j'emploie souvent dans mes conversations sur Messenger qui fait ça avec son petit chapeau. Lui a fait sa carrière pas mal avec ça. Il a fait sa carrière avec d'autres choses aussi, de plus en plus grotesques au fil des suppléments puis des irradiations de testicules. Oui, puis l'exploitation de la souffrance de parents qui ont perdu leur enfant. C'est absolument répugnant. Mais ça, oui, c'est sûr, ça, il vend du snake oil pour pourquoi pas, une des affaires les plus ridicules, il vend des brain pills. Ouais. Quand même assez drôle. Ça, c'est un assez, t'as plus besoin de te forcer à réfléchir. Ouais. T'as juste à écouter Alex Jones et manger des pilules. Fait que bref, c'est ça. Lui a gagné beaucoup en influence grâce à ça. Puis lui, de tous les événements qui parlent de ça, tu peux le retrouver généralement pas trop loin. C'est vrai. Tu peux continuer, s'il te plaît. Là, tu nous présentes comme une série de vedettes qui sont Truthers. Là. Exact. Okay. Les Truthers, exact. Puis, là, celui-là, c'est Charlie Sheen qui explique ses actions. Je trouvais la capture assez drôle. J'ai pas grand-chose à dire sur lui, ne serait-ce que, tu sais, comme beaucoup d'acteurs qui semblent déraper un peu à un certain point dans leur carrière, il lui échappe pas à ça, malheureusement. Puis c'est un avide truther qui s'est exprimé sur le sujet à de nombreuses reprises. Et puis, il y a quand même un reach énorme. Donc, je le montrais. Tu peux continuer. On va en voir un autre. On a ici, malheureusement, Woody Harrelson, qui est quand même un acteur que j'aime, j'imagine. Mais on le voit ici avec sa casquette bleue, qui est une casquette de RFK Jr., avant qu'il s'inféode entièrement à Donald Trump. Ouais. Donc lui, j'imagine qu'il peut prétendre à une vision plus nuancée des choses en supportant un candidat fringe. Mais je tomberais pas en bas de ma chaise si je le voyais une année plus tard que ça avec une calotte rouge à la place d'une calotte de Kennedy Jr. On peut continuer. Celle-là, ça m'a surpris. On en a entendu parler il y a 2 semaines. Je me présume elle est en chicane avec Trump depuis tout le temps. Absolument. Elle le déteste. Elle est vraiment... c'est la guerre des croûtes depuis des années. Oui, depuis des années, c'est ça. Puis particulièrement depuis une semaine ou deux, là, depuis que Trump a insinué qu'elle allait lui retirer sa nationalité, ce qui est absolument ridicule. J'ai choisi d'en parler quand même parce que je voulais apporter une certaine nuance. Les complotistes sont pas tous pareils, n'ont pas toutes les mêmes motivations pour l'être. Il y a des gens de tous les horizons qui peuvent se greffer à ces mouvements-là. En l'occurrence, Rosie O'Donnell, qui ne fit vraisemblablement pas avec la flore MAGA, de toute évidence, et autres mouvances d'extrême droite, pro-russe ou peu importe. Elle, j'ai l'impression, j'ai écouté un peu j'ai lu un peu de ses opinions par rapport à ça. Et puis, elle vient vraiment d'une vision anti-gouvernement, version officielle, particulièrement critique à l'égard du gouvernement de Bush fils. J'en suis.
J'ai pas de problème avec ça. Oui, Malheureusement, ça dérape un peu, selon moi, selon mon opinion personnelle. Je trouve qu'elle s'est aventurée trop loin dans le terrier du lapin. Pour moi, à mon sens, c'est pas besoin de remettre en question ces affaires-là pour critiquer ces personnes-là. Mais elle, c'est ses motivations. C'est son jam. Exact. Donc là, je veux revenir sur ce groupe-là en particulier. Parce que, puis j'ai même, dans ma propre expérience personnelle, dans ma propre vie, des connaissances qui m'ont parlé de leurs croyances complotistes. Eux, évidemment, ne nomment pas ça des croyances, là, mais dans ma perspective, ça en est. Puis c'est souvent derrière ce groupe-là qui prennent refuge parce que il y a un venir de sérieux. Justement, on disait les artistes, mettons, ou les acteurs, ou on peut s'intéresser à leur opinion, mais là, on parle d'architectes et d'ingénieurs, supposément. Ouais. Oui, c'est supposé être comme mieux. Genre. Exact. Là, si on parle de structure, puis de structure, c'est ça. On parle pas de pêche, puis de casino, on parle pas de programme informatique, là, on parle de buildings qui se font. On parle de génie civil. Là, c'est ça. Il y a des architectes, qui de mieux qualifié pour en parler qu'un ingénieur ou un architecte? C'est ça. On a le droit de partir avec cette présupposition. Exactement. Fait que ça c'est vraiment une affiche qui en dit long. T'sais. Maintenant, on va voir à quel point c'est vrai que tout ce beau monde sont effectivement qualifiés pour en parler. Moi, juste avant de poursuivre, je trouve que la ressemblance ou la proximité d'un risque idéologique entre ce genre de groupe-là et le genre de groupe comme Réinfo COVID est frappante. De monter un panel de professionnels qui remettent en question les consensus mondialement admis partout dans le monde, par tout le monde. Ouais. Puis de dire, voici, regardez, on a plein de médecins qui sont d'accord avec nos idées. Écoutez-nous. Ce groupe-là a exactement la même stratégie. Puis c'est même là, architecte, ingénieur, il y a peut-être comme un chimiste qui fait oui, mais moi j'ai déjà travaillé sur un chantier puis qui est là on the side, tu sais, comme les America's Frontline Doctors qui avaient une opinion arrêtée, comme Réinfo COVID, qui avait une opinion arrêtée sur la vaccination, puis que le gars le plus proche c'est un médecin généraliste, tu sais, c'est pas la même affaire. Absolument. Tu sais, c'est pas la même affaire. C'est d'ailleurs un point fondamental dans ma critique par rapport à ça. Si on s'attarde justement à cette fameuse liste de membres-là, ce qu'on remarque, c'est plusieurs choses. La première, c'est que d'un endroit à l'autre dans le monde, d'un pays à l'autre, le terme architecte ou, dans le cas ce qui nous intéresse le plus, ingénieur, n'a pas la même portée, ne serait-ce que légale. C'est une appellation protégée dans notre pays, dans notre province en particulier, réglementée par l'Ordre des ingénieurs. Ça définit le rôle de l'ingénieur. Ça a pour but, l'Ordre des ingénieurs, pour but de protéger le public contre un ingénieur qui commettrait une faute dans sa pratique, ne serait-ce que technique ou en termes déontologiques. Et les États-Unis, d'un État à l'autre, ça varie beaucoup, ça. Tu sais, les complotistes, ils aiment beaucoup nous parler de leur liberté, de mes droits, mon corps, mes choix, mes affaires. Je veux pas de compte je veux pas de compte à rendre à personne jamais. Souvent, ça parle plus de droits que de devoirs. Exactement. Ouais. Et l'Ordre des ingénieurs, dans notre pays, fait en sorte que l'ingénieur a des responsabilités aussi qui viennent avec sa pratique. Tu peux pas juste dire je fais ça, je fais ci, puis je veux pas de compte à rendre à personne. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est pas exactement vrai partout aux États-Unis. Surtout pas, en fait, ces temps-ci. Là. Chaque État régule puis encadre la profession de la façon que ça le tente bien, puis ça varie beaucoup. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que à certaines places aux États-Unis, comme tu disais tantôt, tu peux avoir un gars, mettons, je sais pas moi, exemple, il a appliqué sur un poste un moment donné dans une usine, on cherche un Quality Control Engineer, mettons. Puis lui, il n'a pas vraiment, aux yeux de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il n'aurait pas les qualifications pour se désigner comme tel, mais dans son pays, ça s'appelle de même. Fait que lui, il a eu la job, fait que sur son CV, c'est ça qui est écrit. Puis, à passer, je remets pas en question sa compétence dans son travail. C'est de même que ça s'appelle chez eux. Mais ici, on a pris la peine de protéger le public contre ça, dans le sens où on va définir exactement ce que ça veut dire qu'être ingénieur. Et puis, dans ce groupe-là, si tu prends la peine de vérifier, tu vas remarquer que
des ingénieurs qui seraient reconnus par des ordres professionnels comme celui au Québec qu'on a, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a presque pas. Quelle surprise! Quelle surprise! Quelle surprise! Et puis, non seulement ça, mais en plus, même parmi ceux qui le seraient probablement reconnus, il existe aussi le domaine dans lequel tu pratiques. Tu sais, si ta pratique en tant que professionnel de l'ingénierie, c'est du contrôle de qualité dans une usine de piano, c'est cool. Je ne remets pas en question que tu es un ingénieur, un vrai. C'est vrai que ça a l'air cool. Ben moi je ferais Piano, ça. J'ai ça. fait du contrôle de qualité d'ailleurs dans ma carrière. Oui. Ah, crème, moi aussi. Allô? Il existe plein de variétés dans le domaine de l'ingénierie. Notamment, mettons, un gars, comme je disais, qui fait du contrôle de qualité en usine, dans une usine de piano. Je ne remets pas en question la qualité de son travail, ni même sa formation. Mais est-ce que cette personne-là, vraiment, tant que ça, c'est vraiment tant que ça important de connaître son opinion sur un domaine qui n'a strictement rien à voir avec ça? Peut-être minimement plus qu'un kidam, parce qu'à l'université, ça en a parlé, ou il a eu sa formation, peu importe si c'est dans une université, justement. Ouais. Ça... Mais. Il n'y a pas juste la formation, il y a comment tu as développé après ça tes talents, mettons. Exactement. C'est ça. L'endroit où tu travailles, puis le job que tu fais. Les collègues avec qui tu partages tes découvertes, puis tes intérêts de tous les jours aussi. Exactement. Si c'est un domaine pointu comme l'architecte puis l'ingénierie, il doit en avoir un moment donné qui a dit « Avez-vous vu ça en Allemagne? Ils ont réussi à mélanger, je sais pas, moi, du sang de Schtroumpf avec du phosphore bleu. Puis là, c'est devenu de la pâte à dents qui guérit les caries, puis tu peux manger des burgers, ça fait maigrir, puis tout ça. Là, il va penser « Ah ouais, c'est vrai. » Puis moi, je connais quelqu'un qui est allé sur Mars, puis là, on va développer. Là. C'est important de s'attarder à la pratique de la personne. Ouais. Dans quel domaine il travaille. D'ailleurs, ça fait partie des responsabilités d'un ingénieur et encadré par l'ordre de délimiter ta compétence. Moi, là, tu sais, je travaille dans un domaine, je travaille en génie des matériaux, en métallurgie, en béton réfractaire. C'est dans le métal en feuille. Ah, tiens. Ah, c'est bon. On en parlera. Je suis curieux qu'on jase de ça. J'ai juste un deck en feuille. Mais non, ben, On l'entend pas live, là. Continue. OK, excusez, je reste focus. Oui, c'est ça. Donc, je disais qu'il y a des gens qui travaillent dans certains domaines. Et puis, il y a aussi, admettons, quelqu'un que ça fait 20 ans qui ne travaille plus, qui a pris sa retraite, admettons. Je pense pas qu'il soit tant à jour avec les derniers développements dans son domaine, justement. Donc, mais il n'y a rien qui empêche cette personne-là de s'inscrire sur cette liste-là, tu sais. Donc, c'est très nébuleux, la définition de engineers dans le cas de ça. Ouais. Si on s'y attarde à ces fameuses personnes qui font partie de cette liste-là, ce qu'on remarque, c'est que des ingénieurs dont la spécialité est le génie des matériaux, puis le génie civil, il n'y en a presque aucun. Pour d'excellentes raisons. Si tu veux, on va continuer. Ici, on a la personne avec la cravate, avec son cravate, lui, exactement. Ça, c'est Richard Gage. C'est le gars qui a fondé le groupe dont on parle. Tantôt, quand on écoutait le playlist à Jason, j'ai pas pu m'empêcher de dresser dans ma tête un parallèle entre cet homme-là et Kim Tull. Lui, là, la tournée de tous les panels d'extrême droite complotistes, là, il l'a fait plusieurs fois. Ça, pour moi, c'est un gros red flag. Là. Pourquoi le monde qui s'intéresse à tes idées, c'est toujours des propagandistes d'extrême droite? T'sais? Ben, c'est ceux qui croient pas le gouvernement. Ouais, mais moi, ça, j'ai pas de problème de remettre en question des affaires. Mais tu sais, à un moment donné, il faut t'écoutes ce qu'on te répond. Ben, c'est quoi? T'es un larbin du système parce que t'arrêtes de chialer à un moment donné? Ouais, c'est ça. Tu remets en plus le consensus mondialement admis, fait que t'es dans un complot. C'est un consensus, ça n'existe pas parce que mon beau-frère, il était pas d'accord. Ben oui, j'entends ça des fois sur Twitter. Le consensus n'existe pas. Bon, ben, écoute. Ben, les personnes comprennent pas le consensus. Ouais, ou on comprend pas, ça, je me fais dire aussi souvent. Ça, ouais. Donc, ouais, Richard Gage, lui, ben ça, c'en est un des red flags, là, ce que je venais de dire. Pour moi, ta crédibilité, je la remets en question si tu es sur scène avec Tucker Carlson puis Alex Jones, mettons. T'sais. Pour moi, ça marche pas. C'est même, à mon sens, indigne
de la profession qu'il prétend occuper. Lui, c'est pas un ingénieur, c'est un architecte. Un architecte, je veux juste prendre un petit 30 secondes. Je veux pas critiquer, je veux pas être condescendant avec les architectes. Je respecte entièrement leur domaine d'expertise. Mais c'est pas exactement la même chose qu'un ingénieur. L'Ordre des ingénieurs du Québec permet aux architectes de poser certains jugements, de sceller certains types de documents parce que leur formation le permet, mais c'est très, 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 très spécifique, puis très, très, très spécialisé dans certains domaines. On ne va pas s'y attarder trop, là, mais si j'avais un panel à monter avec des experts en génie civil, OK, peut-être un architecte dessus, ça pourrait pas nuire, là, mais c'est un peu comme si tu montes un panel sur la vaccination, j'aime mieux Yann Becker qu'un médecin, mettons. T'sais. OK. C'est fair, tu sais. Bon, oui. Un médecin, je considère que son opinion sur la vaccination m'intéresse plus qu'un Kidam, mais moins que celle de Yann. Moins qu'un microbiologiste, un immunologiste. Un virologue ou Exact, je sais pas. Exactement. Immunologue, là, c'est tellement compliqué avec vous. C'est rendu tellement petit ces affaires-là. On devrait juste faire comme si ça existait pas. Comme les électrons. Tellement, Ça n'existe pas, les électrons. c'est- J'ai jamais vu de ma vie! Il n'y aurait jamais eu de COVID si on n'avait jamais testé pour le COVID. Non, gelon, par exemple. Ouais. Tu peux passer à la prochaine image. On va le faire en... Là, ça, c'était juste avant que j'embarque là-dedans, là, parce que là, on va entrer dans la portion beaucoup plus technique, là, beaucoup plus nerdy de mon dossier. Ouais, ça, c'est. Ben, je veux définir ce qu'est une contrainte mécanique. C'est une chose qui nous permet d'apprécier comment se comportent les matériaux quand on applique une force dessus. C'est ça qui va te dire à quel point une poutre d'acier structurel, admettons, va se déformer, plier, se rompre, etc. C'est plus compliqué que juste une force qu'on applique dessus, mais pas tant que ça. En fait, C'est juste qu'il y a comme une durée dans le temps qui est définie, non, mettons? pas exactement. OK. La définition exacte d'une contrainte mécanique, c'est une force divisée par une surface. OK? OK. Des fois, on va la schématiser seulement qu'avec une flèche comme à droite. Mais ça, généralement, c'est plus une force d'habitude qu'on représente par une simple flèche. J'attire votre attention sur l'image de gauche où il y a comme plein de flèches qui représentent une force également répartie sur une surface qui serait notre cercle. OK. Il y a vraiment une nuance entre les deux. Je vais utiliser une analogie que je trouve qui est très parlante. Moi, c'est comme ça que quand j'étais étudiant en première année, c'est comme ça que j'ai comme catché, si tu veux, là. C'est quoi un fakir, Tommy? Ben oui, s'il s'assoit sur un clou, il va mourir parce qu'il y a trop de pression. Exactement. Ben, s'il s'assoit sur plein de clous, mais là, toute la pression est distribuée sur tous les clous, fait que c'est correct. Très exactement. Bien dit, c'est bien défini. Si on ajoute un peu de nuance à ça, peux-tu mettre l'image suivante, s'il te plaît? Ben là, certain. C'est simplement l'équation dont on parlait. À gauche, là, le sigma, ça, c'est la contrainte. Okay. F, c'est une force, puis S, c'est une surface. OK? OK. Dans mon exemple de fakir, F, ça serait le fakir. OK? Ben oui, parce que c'est commence par F. Oui, c'est vrai. C'est F pour fakir. Très bien. Très bien dit. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Mais plus sérieusement, F, c'est pour force. OK? Donc ça veut dire la masse du fakir multipliée par l'accélération gravitationnelle de notre planète, qui est 9,81 mètres par seconde carré. Bravo! Un morceau On de la bravo pour la dîme. salue! Exactement. Donc ça nous donne un poids, qui est une nuance entre une masse et une force. Et c'est pas la même chose. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est une proportion d'une accélération, en fait. Donc, J'aime le ça, poids du là, fakir. on est passé d'un autre gear, là, j'aime ça. Ouais, j'aime mais ça. là, j'espère que t'es réveillé, Tommy. Ah ouais, je suis là. Oui, OK. Mais c'est la seule équation, puis j'ai limité, tu sais, je veux vraiment vulgariser ça pour que ça soit le fun pour tout le Ben monde. ouais, c'est parfait. Donc, c'est ça, c'est la seule Même, équation. gars, ça c'est sigma. Oui, Full pédagogique. ou la contrainte, si Ouais. tu préfères, en C'est Pascal. tout le temps des contraintes, des sigma? En génie des matériaux, c'est le symbole qui est utilisé dans toute la littérature. Wow. Et puis, donc, c'est ça. On a une force qui est en newton ou en livre, mais là, on va parler en newton parce qu'on va y aller avec le système métrique. Et puis une surface qui est définie par une aire qui est donc des mètres carrés.
Et puis, si tu fais le rapport entre les deux, ça te donne ta contrainte qui va être en Pascal. OK? Maintenant, je reviens à mon fakir. OK? Comme tu disais, la charge, ou plutôt la force, si on veut, du fakir, là, le poids du fakir qui est réparti sur plein de clous, ça n'a pas le même effet que s'il n'y en a qu'un seul. La raison, c'est que, dans le fond, ton poids de ton fakir, qui est le F, il est divisé par la quantité de surface que représente la somme de tous les petits clous qui lui pincent dessus. C'est ça. Fait que si tu prends tous ces clous-là, là, tu te ramasses avec, tu sais, quelque chose comme ça, une plus grosse surface, ça doit être confortable, mais tu ne perceras pas ta peau. Ça va tenir. Puis ce qui nous intéresse là-dedans, de comprendre cette chose-là, c'est que le matériau, et mettons, on va dire l'enveloppe du fakir, la peau, là, mettons, ses tissus, là, sa peau, puis ses muscles, puis tout ça, la manière qu'on va déterminer à quand est-ce que le clou va le transpercer, c'est quand la contrainte maximale que peut tolérer ces matériaux-là va être dépassée. OK? Donc, si c'est vraiment comme ça qu'on le mesure, là, tu sais. Si, admettons, là, S ne change pas, là, puis que F augmente, OK? F, ou plutôt, ouais, F augmente. Tu prends un plus gros La fakir. surface, tu mets autant de clous, mais tu rajoutes des briques sur le fakir. Ouais, exact. Très bon exemple. Ou tu prends un plus gros fakir. Un plus gros fakir. On changeait-moi de fakir. Ben, il y a un seuil critique de grosseur de on va mieux des briques. Un finalement. fakir. Oh, tabarnak. Il y a un nombre de briques maximal que tu peux y mettre sur la bédane avant que ça commence à percer. À percer, OK? officiel. Inversement, si tu retires des petits clous, à un moment donné, la contrainte va augmenter. Et ça va Et faire la ça même va- affaire. Exact. Ouais. Fait que tu sais, Vous êtes des si pervers. S Je vous rapetisse, déteste. puis se rapproche de 0, ben la contrainte augmente puis se rapproche de l'infini. Voilà. Puis si S change pas puis que F augmente, il se produit le même phénomène. OK? L'infini, hein. C'est Ouais, ben là, c'est parce qu'on est dans les maths, mais dans les faits, c'est juste la contrainte qui augmente c'est ça. de manière inverse à la grosseur de la surface, à condition que la force ne change pas. Je t'invite à poursuivre à la prochaine diapositive, Tommy, s'il te plaît. Prends une petite gorgée. Ben oui. Ça, man, là, en génie mécanique, là, c'est ta première journée, puis c'est tous les jours jusqu'à ta dernière journée de formation universitaire. Puis même après, là... Ouais, ben, sinon, j'imagine ben, les cool. techniciens en génie mécanique, puis les gens qui font un DEP en mécanique aussi. Ça, c'est très, 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 très important. Ça s'appelle une courbe de traction. Ça doit être résistance élastique. Ça, c'est intégrité. Puis ça, c'est résistance mécanique. Colin, 1 sur 3, Tommy. Yes! C'est bon. Ça a 33. Ça pose pas au ventre. Ben, presque. Presque. Donc ça, avant de définir toutes ces choses-là, je vais parler de ce que les deux axes représentent, puis après ça, on va parler des différentes couleurs qu'on voit là. Ça représente ce qu'on appelle un essai de traction en laboratoire, OK? Là, j'avais pas prévu que j'étais obligé de tenir un micro, je vais faire des gestes. Je vais mimer ce que c'est. Dans le fond, imagine, je vais le faire avec juste une main, puis imagine que j'ai mon autre main comme ça. Imagine que je tiens une éprouvette en acier, une tige d'acier dont la section serait un cercle, un cylindre d'acier, tiens donc. OK, je tiens un cylindre dans mes deux mains. Yes! Si tu tires avec tes mains, Je tire. il va se produire ce qu'on voit là. OK. OK? C'est ça que ça représente. Maintenant, comment bien interpréter cette courbe-là? Ça va en marche parler sur un petit une peu. corde aussi. Oui. Faut pas nécessairement que ce soit solide, une chaîne aussi, ça marche. Ça représente pas le comportement de tous les matériaux qui existent. Ah ben les taquins, ça Parce qu'il y a des exceptions, man. C'est d'accord. physique à la marre. Ouais, c'est compliqué, puis c'est ça, mais c'est ça la vie. Comme dirait Richard Dawkins, la science, c'est super cool, mais c'est difficile. C'est vrai. Contrairement à croire à n'importe quelle niaiserie sur Internet, C'est qui est quand même le fun, j'imagine, mais qui est pas très difficile. c'est moins constructif. On fait moins de maisons avec ça. Ouais, c'est ça. Tu pitches moins de satellites dans les airs. T'es plus du genre à pitcher des avions dans des tours, d'ailleurs. Oh. Ah, c'est... Donc, voilà. On va définir ce qu'il y a sur les deux axes. OK, la première, c'est qu'il monte dans les airs, l'axe des Y, verticalement. Comme tu l'avais dit, tu as mis ton premier point, RE, c'est pour la résistance maximale en élasticité. C'est ça. OK? Celle qui est en haut, ça s'appelle la résistance ultime. Ultime. Ultime, oui.
Et puis ces choses-là sont en fait une contrainte. Donc, l'axe vertical, plus on va vers le haut, plus la contrainte augmente. Ouais, plus tu tires fort. Pas nécessairement plus que le rapport entre la force puis la surface sur laquelle elle est appliquée augmente. Augmente, c'est ça. Mais oui, si l'éprouvette ne change pas, ce qui est Ben, le c'est cas, ça, c'était ça. plus, Tantôt, je oui. faisais quelque chose. Oui. Là, je tire, puis là, je tire plus fort, puis là, ça dans monte. un essai de traction, plus tu tires fort, plus la contrainte augmente. C'est vrai. C'est exprimé comme ça, tu as raison. Maintenant, l'axe horizontal, l'axe des X, où il y a un petit E. Le petit E, en mécanique, d'habitude, ça veut dire une petite distance, un jeu, par exemple. OK. Ça représente la déformation, en pourcentage, généralement. Un petit E en mécanique, ça veut dire une petite distance. Exact. J'aime ça. Tu sais, admettons que tu as un shaft qui rentre dans un trou. Puis là, Chris, là, je les ai entendus, les jokes de shaft, là. OK? Trou, ah ben oui, je les avais. Ah ben oui. Les machiniste. C'est Ah, pareil. toi aussi? Bon. Ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait... ça, tu sais, au début, la première session, c'est drôle, mais là, un moment donné, là, tu sais... shaft! Ouais, gars, on a entendu, tabarnak. Fait que bref, c'est ça. Donc, le petit E représente un déplacement, en fait, le vrai terme qu'il faut employer. Et puis, c'est généralement exprimé en pourcentage. Si cette courbe-là représente un essai de traction d'acier, je pense que juste de mémoire, là, à la fin de la montée verte, là, on est à peu près à 0,01% de déformation. Fait que, tu sais, c'est pas... Je Tu viens le pas verras pas avec tes d'étirer yeux, là. beaucoup, c'est ça. Ça paraîtra pas. C'est pas beaucoup de E qui était déjà une distance, qui était une mesure Exact. de distance très petite. Tu sais, puis à la fin, là, où si on va jusqu'à la rupture, là, on est, je sais pas, là, faudrait que je vérifie, là, ça dépend des aciers et des matériaux, mais tu sais, c'est peut-être 0,04%, mettons, là. Ouais. C'est vraiment pas une grosse chose, mais en laboratoire, on le mesure, puis c'est quand même critique de savoir avec une certaine précision, là. Ça fait ça que tu évalues tes facteurs de sécurité. Exactement, on va en parler de facteurs de sécurité, Nadine. Donc, si maintenant on décortique notre fameuse courbe de traction, on le voit qu'elle est déjà, par les couleurs, on voit qu'elle est déjà définie en 3 phases, là, si tu veux. On va commencer par la déformation élastique. Ça, c'est un régime de déformation qui a des propriétés différentes des autres. Élastique, dans le langage commun, on sait ce que ça veut dire. Là, tu tires sur un élastique et quand tu le lâches, il reprend sa forme d'origine. C'est la même chose pour les aciers. Si tu prends ton éprouvette et que tu ne dépasses pas le seuil critique de RE, puis que tu retires ta contrainte, il va reprendre sa géométrie d'origine sans aucune altération dans sa matrice. Ça, c'est une manière de dire que si tu arrêtes de tirer sur l'élastique, il va redevenir Il l'élastique va être que tu correct. avais avant que tu tires dessus. Là. Exactement. C'est ça. Mais sauf que ça, c'est vrai pour Là, l'acier t'as aussi. dit matrice, puis t'as parlé, c'est capoté, là, la physique. Là. Faites Oui. attention. Là. J'y viens à... Il n'y a pas de pilule. Là. Il n'y a pas de pilule. Non, il n'y a pas de pilule. C'est c'est toutes ça. des affaires que tu peux aller te casser la tête là-dessus à l'école Capoter. autant que tu veux. Ou à la bibliothèque si tu n'as pas eu d'aller à l'école, peu importe. Ou sur YouTube, à la limite. Juste faire un petit peu attention des fois parce qu'il y a de la belle boîte sur Internet. On en voit régulièrement ici. Effectivement, oui. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est pour la portion de déformation élastique. Si tu continues de tirer après ton bout... Excuse-moi, c'est pas si drôle que ça. Si tu continues de tirer après ton éprouvette, Ah ouais, la tabarnak. on atteint un seuil critique dépassé la résistance élastique où on entre dans un régime de déformation plastique. Le plastique, ça n'a pas rapport avec du plastique, là, le matériau. Non. C'est un terme technique en génie des matériaux. On utilise ça en art visuel aussi souvent. Ah oui? Ouais, ça veut juste dire que ça existe. C'est en 3D. OK. C'est une forme plastique. Ça a une définition C'est spéciale. là, Dans le monde du génie des matériaux, le mot plastique, le mot déformation plastique surtout, veut dire quelque chose de bien précis. En l'occurrence, une déformation irréversible. Puis une altération dans la matrice ou dans ce qu'on appelle aussi le réseau cristallin. Ouais, c'est un peu la même affaire qu'en art, je pense. Ah, OK. C'est comme la chose qui se travaille, mais c'est une altération de ta masse. C'est intéressant, je vais aller checker sur Wiki les détails sur ça. Mais bref, si tu remarques au début, quand on dépasse la contrainte maximale en élasticité, le point A, il y a comme pas grand-chose. ouais, il y a un petit moment où c'est comme confus un peu. Là. On voit que la courbe n'est pas tout à fait pareille tout le long. Ouais. Ça, c'est parce que justement, comme je disais, il y a une matrice ou un réseau cristallin, si tu préfères, où l'acier, dans le fond, là, c'est
du fer avec du carbone. Le carbone, lui, il On peut peut-tu s'allier à mettre toutes un sortes petit d'affaires. peu de poudre de perlimpinpin Tu peux mettre de pour la perlimpinpin, puis du manganèse, puis une coupe de petits cassins si ça tente. Oh, my Il y a toutes sortes de C'est du asiatique. molybdène aussi que tu peux mettre là-dedans. Ah, Ouais, ouais. de la poudre de molybdène, ça va goûter bon, ça. J'aime ça. Mais bref, tu sais, un alliage d'acier, c'est une certaine proportion de carbone, au-delà de 98, quelques pourcents il y a presque juste du fer. Ça serait presque C'est au-delà ça, de il rajoute du 98%. carbone dans du fer parce que le Ouais. carbone, ça jamme avec tout. Puis là, après ça, avec certains traitements thermiques dans une acierie où ce qui produit les lingots ou les feuilles, ben là, ils vont réussir à avoir certains types de configurations entre le carbone et le fer, qui va donner différents alliages d'acier avec des propriétés mécaniques différentes. OK. Mais dans la vraie vie, dans la théorie plutôt, ce réseau cristallin-là se répète à l'infini dans le matériau de manière parfaitement homogène. Hey boy, ça existe pas, ça. Mais comme tu dis, ça n'existe pas. Hey boy, ben oui, c'est ça. Il existe des petites micro-irrégularités Ouais. à certains endroits dans le matériau. Puis d'ailleurs, c'est une des choses que dans une acierie en contrôle de qualité, ils vont s'attarder à vérifier, à contrôler pour pouvoir prédire d'avance ce genre d'irrégularité-là. Bref, dépasser RE au point A, quand ça devient jaune, il y a le matériau, tu sais, à force de s'étirer, il essaie de garder sa structure. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu dépasses un seuil, puis là, pif, les carbones tiennent, ça accroche après d'autres choses. C'est ça. Puis les petites irrégularités deviennent des faiblesses. Puis là, il y a un nouvel équilibre qui se forme. Puis là, là, la courbe prend une allure plus... C'est comme quand tu plies la feuille de papier. Oui. Tu peux plus jamais enlever le pli dans la feuille de papier. Exactement, très bon exemple. J'ai même, moi, l'exemple que je prends d'habitude, c'est... Il est bien moins bon que le mien. Check Peut-être. Vas-y, essaye ton Mais moi, exemple. je l'aime pour une raison précise. Tu sais, les règles là, qui se plient là, quand on était jeune là, en plastique, là, 25 cm qu'on était obligé d'avoir à l'école. Là, Ouais. si ta pli là, est élastique, puis à un moment donné, quand tu l'as trop plié, là, elle revient peu. C'est vrai. Puis dans la région où ce qu'elle a trop plié, il n'est plus de la même couleur, puis on voit pas bien au travers. C'est vrai. Ça, c'est parce que le réseau cristallin dans cette région-là Patard. a été altéré. Altéré par rapport à la production initiale qui Exactement. essayait de placer Le les, plus les homogènement affaires possible. le plus homogènes possible. Puis là, ben, le problème que tu as, une fois que tu es rendu avec des déformations plastiques, c'est que le bout, où ce qui n'est pas de la même couleur, où ce que clairement, il a changé, il devient c'est différent. plus le même matériau. On peut-tu comme le passer dans un medbed, quelque chose? Non, c'est ça le problème. Tu peux plus jamais vraiment le remettre correct. T'as beau le replier puis le remettre droite, le matériau dans cette région-là, c'est plus la même affaire qu'avant. Tu veux dire qu'à la technologie qu'on a sur la Terre présentement, on serait pas capable de prendre une feuille de papier pliée puis de la faire comme si elle avait jamais été pliée? C'est donc bien un défi qu'on devrait essayer de relever ensemble. Ben, mesdames, en fait, c'est un défi qui a été relevé, là. Pas vrai? Ben, c'est pas... Il n'y a rien Je sais d'impossible. pas pourquoi ça m'intéresse, là, mais ça m'intéresse. Ben, on peut en parler, si tu veux. Moi je parlerai de ça tout le temps, là. Un acier, là, normalement, qui a été... Moi, je connais plus l'acier que le papier, par exemple, mais tes analogies fonctionnent quand même assez bien, là. Ben, moi, je veux le papier, là. L'acier, tu dois le chauffer, puis à un moment donné, ça marche. Mais le papier, tu peux pas faire ça. Je sais pas, le papier, parce que c'est des fibres, là. C'est Ouais. plus... C'est pas... Là, rendu là, ton analogie du fer de mon expertise, par exemple. C'est ça, on t'a perdu. Toi, Ouais, tu m'as perdu. toi, t'as t'es juste t'as un gagné. hardcore. Ben non, là, c'est pas une affaire de gagner, c'est une affaire, le mystère reste. Ouais, Je veux voir le ça. entier. Ouais. Mais sinon, justement, le chauffé que tu disais, là, Ouais. dans le cas d'un acier, ça s'appelle un recuit. Ça porte un nom. C'est en génie métallurgique, c'est quelque chose qui est fait couramment. Puis là, ben, après ça, avec différents traitements thermiques, tu peux essayer de redonner un réseau cristallin qui était celui que tu voulais au départ. Le plus homogène Mais ça, tu possible. sais, en chantier de construction ou quand c'est une poutre structurelle, ça se fait pas facilement, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que Tu peux pas recueillir la poutre dans le milieu Ben là, non, de tu sais. l'appartement de Mme Faudrait que tu Gingras. l'enlèves, que tu la fasses, tu te la réchauffes à certains seuils de température Ouais. pendant un certain temps. Puis là, ça devient Là, tu compliqué. demandes à Gingras de tenir le mur le temps que tu t'en vas faire ça. Ouais, genre. puis là, tu peux pas. Fait que t'es mieux d'acheter une nouvelle poutre puis de la remplacer d'abord. Fait que c'est pour ça que ça se fait quasiment jamais en chantier ou Ouais. en usine, en fait. Fait que c'est Mais, pour ça mais que quand après ça, le matériel se recycle bien on the side. tu peux, là, oui, exact. Tu peux c'est ça, recycler à ok. volonté, dans Ouais, le fond, en faisant des recuits.
Puis quand tu fais un recul, en plus, tu élimines certaines impuretés, puis tu peux recréer une matrice de manière de qualité. Matrice là. all the way, j'aime ça. Ben ça veut juste dire genre des affaires qui sont organisées, puis ça se répète à l'infini. dans le C'est monde. capoté, là, c'est ça. Bref, assez de blabla sur le début de notre Là, il y portion. a genre. ici, là, il y a un moment donné, ça casse, là, les choses commencent à arracher, là, c'est que t'as plié tellement la feuille, voyons, la règle, qu'à un moment donné, là, ça s'étire, puis là, ça casse. Là, ça... Ben, Mais ce pourquoi? que tu parles, c'est la rupture. Pourquoi ça redescend ici à la fin? Très bonne question, puis c'est là que j'allais. C'est pour ça que cette courbe-là est séparée en deux. La portion orange, ce phénomène-là s'appelle la striction. OK? Ça, c'est parce que je reviens à l'éprouvette que tu tenais dans tes mains puis que tu forçais après en malade tantôt. Si tu continues de tirer après, dans le milieu, la section qui était un cercle va devenir un plus petit cercle qu'à l'encastrement. OK? Fait que où est-ce que tes mains tiennent ton cylindre d'acier, quand tu continues de tirer dessus, à force de tirer, ben dans le milieu, tu sais, il devient plus petit. La section, elle devient un plus petit cercle que dans ta main. Puis là, ben ça fait qu'on avait parlé tantôt, si la surface diminue, ben là, la contrainte augmente. Fait que tu as besoin de moins forcer dépasser un certain seuil. Il y a un moment donné, pour tu commences à continuer péter la patente, fait que c'est plus Là, facile. t'es en à péter. déformation plastique en plus, fait que ça reste de même. Puis là, tu continues de tirer. Puis là, ben, à un moment donné, paf, rupture. Tabarnak, hein? Ouais. Wow. Fait que ça décrit très fidèlement, de manière théorique, Puis Le c'est à comportement côté de de l'acier. rupture, c'est pas comme le show de Coldplay, là. Ça n'a pas rapport les deux, c'est pas où est-ce que lié. les deux Ouais, chummies, non, non. c'est pas lié, là. C'est une autre affaire. Non, Une c'est autre pas affaire. ça. C'est une autre affaire. Donc voilà, c'est ça. Donc ça représente vraiment fidèlement, en théorie, le comportement d'un acier, mais aussi d'une multitude de matériaux, l'aluminium, n'importe. C'est sûr que si tu prends d'autres matériaux et tu compares leur courbe de traction, leur essai de traction en laboratoire, ça va pas ils vont pas être à la même hauteur, les longueurs. Ah, tu veux dire ça, c'est spécifiquement la flèche verte, le bout de jaune, puis la patente rouge de l'acier, ça. Non, justement, ça, oui, ça représente un acier de base, mais le même genre, la courbe de traction d'un essai de traction d'un aluminium, par exemple, OK. va être de la même famille que ça. Tu les OK. mets côte à côte, tu vas voir qu'ils montent pas aussi haut, les choses durent pas aussi longtemps, puis ça varie, mais ça va être exactement le même principe. La même Tu vas forme. avoir une déformation élastique qui est Avec le linéaire. petit bout de gêné au début, là, on sait Le pas petit bout de c'est- gêneux qu'on sait c'est pas ce ça, qui se passe on- vraiment on- jamais. On French dessus. là, Après tu ça, sais. ça monte jusqu'à ta résistance C'est ça. ultime, puis après ça, Voilà. la rupture. Ça, Voilà. tu vas avoir ça tout le temps. Dépendamment de quel alliage c'est, puis de quel matériau exactement on parle, ben là, il va y avoir des petites variations, mais ça va être ces trois sections-là que tu vas retrouver tout le temps. Faire avec la toile d'araignée aussi. Tu peux le faire avec toutes sortes de choses. Oh. Maintenant, non, c'est correct, j'allais te Pas demander encore. de poursuivre, justement. Ça, c'est plein de courbes de traction du même acier, mais qui est soumis à des températures différentes. Oh, tu viendrais ajouter un facteur de difficulté, mon tabarnak. OK. Ah ben, calice, j'ai besoin de chips. T'as-tu des chips? Moi, j'en ai des chips, Tommy. Hein? Ah ouais. Pas vrai? Ouais, monsieur. Hein? Ouais, man. Merci. OK, tu peux continuer. Prends une petite gorgée avant. Mais tout ça, c'est toutes des courbes de traction de la même affaire. Mais, comme tu peux voir, à des températures différentes, ils montent pas aussi haut, puis ils se comportent pas de la même façon. Ils ont encore leur vert, jaune, puis orange, puis leur rupture comme tantôt, mais pas aux mêmes places. Donc, Plus qu'il fait chaud, plus qu'il fait plus chaud... que c'est étiré, là, plus ça donne du lax, là, plus tu peux, Oh, excuse. plus t'as des petits E. Pourquoi tu t'es excusé? Parce que je t'ai accroché le coude pendant sur ton... Non, shirt. non, tout va bien. Mais c'est correct. Ouais, c'est ça. Donc, on remarque deux choses. Sur lesquelles je vais attirer ton attention, ce que tu étais en train de dire, là. Premièrement, tu vas remarquer que la portion élastique qui monte de manière linéaire, proportionnelle, elle monte pas aussi haut quand tu chauffes l'acier. Ça veut dire qu'il résiste pas à une aussi grande contrainte quand il est soumis à une certaine température. Grosso modo, là, juste à l'œil de même, là, on dirait que dans le voisinage de Maintenant, là, 500-400 degrés, là, c'est à peu près la moitié de son... c'est ça. Puis la contrainte, ça veut dire être capable de supporter 2 fois moins, mettons. Là. L'acier est capable de supporter une contrainte 2 fois moins grande. C'est ça, à 500 degrés. À peu près, ouais. C'est Juste ça. à l'œil de même. Par rapport à, mettons, ben quoi, qu'à 0 Celsius, on est plus ici, là. Ouais.
Fait que c'est, mettons, ça, c'est- 1200 livres, par exemple. Puis là... Mais 200 pascal. Ouais, Ben, mais... c'est ouais, des excuse-moi. mégapascales, en fait. Ouais, excuse-moi, Mais je comprends. on weird. on pourrait quasiment mettre une force directement sur l'axe des Y parce que l'éprouvette, sa géométrie, elle change jamais, tu sais. Mais le vrai terme, la vraie chose qu'on met là, c'est la contrainte, qui est une force, mais divisée par une surface, qui est la section de notre éprouvette. Mais peu Ok. importe, tu peux visualiser comme une force si tu préfères, si ça t'aide à comprendre. Ça revient sensiblement au même dans notre cas précis. C'est juste que je passerai pas mon examen d'ingénieur. Ben, ça, il faudrait Ferait de étudier moins un peu. là. Peut-être prendre étudier peut-être la veille au moins. Ouais, c'est ça. Ou je pourrais devenir contrôle qualité quelque part. En Arkansas, mettons. Mhm. Puis là, tu pourrais même t'inscrire à un truc de Truthers. Tu sais, genre Marc Alain aussi pourrait, par exemple. Ah, Ça, c'est imagine. moins cool, là, mais... Hey, ça serait de Mais réussir justement, dans- je l'ai pas dit, je l'avais dans mes notes, mais tu sais, il n'y a rien, strictement rien qui empêche Marc Alain, mettons, qui empêcherait Marc Alain de s'inscrire sur ce cossin-là, puis de dire, moi, Nicolas Tesla, gogos, je connais Absolument. ça. Je suis un medbed engineer, tu sais, mettons. 29 Hill qui nous dit je suis métallurgiste et j'adore parce que je connais tout ce qu'il dit. La sidérurgie est une science très complexe. Oui. Effectivement. Ben oui. Ben oui. Effectivement. C'est sûr que là, lui, Ça s'il est amène métallurgiste, il apprend rien, là. C'est normal. Comme je disais, c'est ta première session de génie comprends. à l'université ou au cégep ou même au DEP, Tu lui dis, j'imagine. il apprend rien présentement en t'écoutant toi dans ton. Non, mais moi, si quelqu'un faisait ce que je suis en train de faire à la dame, je l'écouterais et je serais comme, hey, cool, man. Tu sais? Moi, ça, Ça l'aide. On grandit tout le monde. Tout le monde grandit. J'adore ça. C'est comme pédagogique, mais on peut faire des jokes de pète. Ouais, ben Fait que- pis là, tu sais, ou des jokes de chaff, par exemple, tu sais, comme tu peux en faire, mais le gars dans la sidérurgie, puis moi, on rit moins. Ouais, Nadine je aussi, comprends. j'ai l'impression. Je comprends. Ouais, Fait bon. que le prochain, on continue dessus. Juste une dernière chose. Oui, je t'en prie. Un autre détail important sur lequel je veux attirer ton attention. Si tu remarques, quand on entre en déformation plastique, qui était le bout jaune et aussi le bout orange, techniquement, qui est une déformation plastique, il s'en va plus loin vers la droite avant la rupture quand on chauffe. Regarde les courbes en bas, là. Elle va plus loin sur l'axe des X que la courbe à 20 degrés Celsius, admettons, Ben avant, oui, avant la ben oui, rupture. ben oui, ben oui. Fait que ça veut dire que le matériau, quand il est chauffé, il devient, Un le terme peu. technique, là, il devient ductile, OK? Ça veut dire qu'il y a plus de propension à accepter des déformations plastiques avant la rupture que pas. En opposition à un autre terme qui a une signification technique en génie des matériaux, qui est la fragilité. OK. C'est comme... Je sais que c'est contre-intuitif de parler d'un acier qui serait fragile, là, mais d'un point de vue technique, dans ce domaine-là, c'est quelque chose qui se dit. Notamment, si tu regardes l'acier qui est à 20 degrés Celsius, il est beaucoup plus fragile parce que lui, il va avoir une rupture brutale plus tôt dans sa déformation plastique. C'est ça la définition, en fait. OK. Puis, en opposition aux courbes plus bas, là, la bleue Ça veut ou dire la une orange. poutre d'acier qui est laissée à 20 degrés Celsius. Elle, à un moment donné, on la tire, elle va casser. Ouais. Tandis qu'une poutre d'acier qui est chauffée à 600, 400, 700 degrés Celsius, à un moment donné, on va tirer, mais elle va s'étirer un petit peu plus longtemps, mais même genre 2 à 3 fois, si on voit ici, Ah, même 0.5. beaucoup plus, la courbe bleue, elle point dépasse. Je ne sais même pas C'est jusqu'où ça. elle va. Mais tu sais, 0.25%, là, c'est beaucoup, là, tu sais. Non, ouais. Mais c'est très intuitif aussi. On se doutait de ça. On l'a vu dans des documentaires comme Robocop 2. OK. Ben oui, Je quand me souviens pas de ça. il tire à un moment donné, il y a comme une affaire fondue. Là. Ouais. Puis là, il tire dessus. Puis là, ça l'attire, mais ça fait comme. Ça rapetisse, là, comme Ouais. tu disais Ouais, tantôt. puis là, t'atteins. Fait que c'est Ça, ça. quand ça arrive, d'ailleurs, ça C'est s'appelle la striction, comme on disait tantôt. Oh, striction ductile, moi, jusqu'au Oui, bout de la nuit. oui, tu peux faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, c'était ça que je voulais montrer. Là. Le matériau, je vais juste finir. Là. Le matériau résiste à une moins grande contrainte avant la rupture, puis a plus de propension à se déformer avant de se rompre. D'ailleurs, si tu veux faire une petite analogie avec des matériaux de tous les jours, justement, un élastique, c'est très fragile. Parce qu'il se déforme longtemps de manière Mais à un élastique. moment donné, il y a Puis son quand il top. pète, c'est brutal. Il n'y a quasiment aucune déformation plastique. Ah, je comprends. Ouais, c'est vrai. c'est Presque vrai. uniquement qu'une déformation élastique. Donc, c'est un matériau qu'on dirait très fragile. Fragile. En opposition à, mettons, du chewing-gum, que aussitôt que tu le déformes, il est en déformation plastique, puis ça fait un long filament. Là. Le mozzarella, sinon. Au mozzarella Ben ouais. chauffé.
Justement, ben, je n'avais pas pensé à ça, mais il semblerait que le mozzarella suivrait ces courbes de traction-là, parce que Ben oui, parce quand que il plus devient est chaud, froid. il devient très ductile. C'est ça. Puis quand il est plus froid, il est plus fragile. Je l'avais dit, man, mes exemples sont Oui, meilleurs t'as que mis les quand tiens. même. J'en avais préparé, que j'aurais pas dû. Ah! T'es en train de perdre le contrôle. Next, diapositive. Là, ça, c'est... imagine-toi que c'est une plongeoire, OK? Un tremplin, Un genre. tremplin, OK. exact. Puis là, je veux parler de ça parce que je veux juste faire une petite parenthèse. On va y revenir après, là, mais je veux juste glisser un petit mot sur ce qu'on appelle en ingénierie la méthode d'analyse par les éléments finis. Les élémaphies. Les éléments finis. OK. Finite Element Analysis en anglais. Oh, ça a l'air mean, ça. C'est quand même mean, C'est man. comme un spell de nécromancien. Hey, là. mon gars, ça, là, Final ce cours-là, là, Element. hey, man, c'est Oh, là. merde. Ça m'a empêché de dormir en tabarnak. Les examens étaient difficiles, j'ai trouvé. Ah ouais, hein? Ouais. Mais on voit nettement, mettons, un tremplin, là. Là, on voit un Que tremplin. ici, le saut de quelqu'un qui saute déforme moins ça. Puis plus tu vas là, plus cette partie-là est déformée par le saut, mettons. Je suis pas exactement d'accord avec ton exemple, Tommy. Vous allez voir, mon exemple, il est meilleur. Je vais essayer de trouver une façon de justifier, là, mais tu me fais pas la vie facile, man. Mais je veux juste définir ce que c'est que Oui, les ça peut, éléments ça peut. finis. Dans le fond, c'est une façon de faire des simulations de déformation de matériaux ou autre. Ça peut aussi simuler des ondes dans un liquide ou le son dans une salle de spectacle, l'acoustique, ce genre de choses-là. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que tu décomposes un corps, par exemple notre plongeon là, qu'on voit là, la planche qu'on voit, la poutre qu'on voit là, en une plus grande quantité de petits corps, de petits matériaux. Dans ce cas-ci, ça a l'air des petits cubes. Généralement, c'est plus un maillage triangulaire pour des raisons mathématiques qu'on n'ira pas en détail dedans parce que c'est dégueu, man. J'ai eu de la misère à vivre ma vie à Ah travers ouais, ce mais ça cours-là. lit mieux les courbes, souvent. Hein, c'est un- Ben, Ok, non, on va pas On là-dedans. ira pas Je là, m'excuse, Tommy, c'est trop je compliqué. m'excuse, je voulais pas te réveiller. ben, c'est pas si des compliqué, mais c'est pas, j'ai pas préparé ça, puis ça va être trop long pour rien. souvenirs. là. La prochaine fois. En gros, moi, je veux juste... ouais, peut-être, ouais. En gros, sur quoi je veux je mette en relief, c'est surtout que on remplace un corps par une grande quantité de petits corps qui interagissent les uns avec les autres. Fait que là, ça fait comme... C'est très une méthode scientifique. là, oui, de- puis de c'est- diviser, là. c'est aussi très long de faire les calculs de cette simulation-là. Ouais. Tu sais, mettons là qu'on a un système d'équations, de deux équations, deux inconnues. Ça se résout papier-crayon en 2 minutes si tu as pris le temps de vérifier. Au secondaire, on apprend à faire ça. Peut-être que tu t'en rappelles. Tu sais, mettons une équation, je sais moi, 2x moins 3 égale 2, puis 5y plus 3x Oh, ouais, égale ça- une autre affaire. Puis là, tu mélanges ça c'est ensemble. le Tu peux fun, isoler là. les deux. Oui, Ben c'était ouais, cool. ben ouais. Là, ça c'est assez facile. Mais si tu as 3 équations, 3 inconnues, c'est quasiment pas plus, c'est plus que 2 fois plus long. 4 équations, 4 inconnues, là, ça commence à être de la peau. Puis plus que tu en mets, ça augmente exponentiellement la complexité de la résolution des systèmes d'équations. Et là, on se ramasse avec, en éléments finis, une énorme quantité d'équations et d'inconnus qui, dans un délai raisonnable, serait impossible à résoudre par des humains avec même une calculatrice. Là, tu sais. Fait que, grâce aux ordinateurs, eux autres, ils chiolent pas. Hein? Tu peux leur faire ces calculs-là à Noël, puis il le fait. Magique, ça. Puis ça donne quelque chose comme ce qu'on voit là. Et puis ça là, c'est notre plongeoir, notre plongeon, je pense qu'on appelle. On peut poser plusieurs hypothèses, là, mettons. On va prendre pour des certitudes dans ce cas-ci, parce que c'est une simulation, fait qu'on le sait. On peut dire que notre plongeon, il est encastré dans la portion plus rouge en haut à gauche, là. Ça bouge jamais. Ça, c'est fixe au mur dans le béton, ça peut pas bouger. Ça, c'est rouge, moi, ça bouge. Pas exactement, mais presque. Ça va... Oui, effectivement, dans ce cas-ci, mais la vraie chose qui est représentée par les couleurs, c'est la contrainte, où ce qu'elle se trouve dans notre matériau. OK. Fait que si tu mets une personne qui est sur le bord de la poutre, qui la fait bouger comme ça, ben là, ce que tu remarques, c'est que le matériau, il est pas très contraint à l'extrémité qui est pas encastrée, Ouais. puis la contrainte se ramasse
pas mal où ce que c'est en rouge. OK. Ça, c'est le genre de choses que les éléments finis peuvent nous renseigner avec une grande précision. T'sais. Les ingénieurs ne sont pas caves. Là, le 100 ans, ils savaient ça. Là. Mais à quel point ils pouvaient le représenter fidèlement. Puis là, dans le cas d'une poutre avec une section rectangulaire comme ça, c'est pas si dur. Là. Tu peux faire des calculs assez facilement puis le représenter. Mais quand tu as des géométries plus compliquées, que si tu mets à avoir des courbes puis toutes ces affaires-là, là, ça devient compliqué en tabarnak. Puis arrive un phénomène de ce qu'on appelle de concentration de contraintes. Là, je t'invite à passer à la prochaine diapositive. C'est-tu comme une espèce de caméa, mes contraintes, là? Je sais pas. Mais ça c'est une petite plaque dans laquelle il y a un trou dans le milieu, comme tu peux voir. OK, ouais. Si tu tires de part et d'autre, là, je te ramène à notre oui, exactement, notre fameux cylindre qu'on tirait dessus tantôt. Là, c'est rendu une plaque avec un trou dedans. Mais c'est la même chose, tu tires de part et d'autre, OK? En rouge, c'est là où la contrainte se concentre. En bleu, c'est là où il y a peu de contraintes. Fait que si tu tires là-dessus, le matériau, il va se déchirer dans la région rouge. C'est ça, c'est là que ça va commencer. Exact. C'est pas à l'extérieur non plus, là. C'est Ben, weird c'est que plus même rouge, là, il y ait plus de tension que là, genre. Oui. C'est un peu weird. C'est Puis encore si, là. mettons, je la tenais dans l'autre sens, ben le rouge, il serait à la place du bleu Exact, foncé. absolument. Ça ouais. serait juste comme moins pratique. Ben, Mais la fonce, tu pourrais la représenter de même, mais tu sais, Ouais. normalement, c'est plus intuitif de la représenter ben comme ouais, ça. ben ouais. Mais tout ça c'est pour montrer que la contrainte n'est pas répartie de manière homogène dans tes matériaux et qu'elle est fortement influencée par la géométrie du matériau en question. Comme là on voit qu'elle se trouve à une place en particulier, puis c'est pas un hasard, parce que tu le vois, là, c'est symétrique d'ailleurs. Ouais, Puis là, ouais. tu peux le voir comme C'est il faut. très géométrique comme forme. Tu as un rectangle avec un cercle en plein milieu. Oui, c'est ça. C'est pas géométrique. si compliqué. C'est ça. Mais Ça, tu sais, ça si tu veux, les maths de ça, tu sais, qui expliquent notamment les trucs bizarres que tu soulevais tantôt, là, ça peut devenir quand même compliqué à analyser. Mais on reste dans une géométrie qui n'est pas tant compliquée, mais qui nous permet de visualiser ce que je veux montrer. Ouais. Une autre façon de visualiser, si tu passes à la prochaine image, ça serait un peu comme un flot d'eau. D'air. si Ils tu font préfères. ça avec des vaches, des fois, là, puis des autres. Puis là, ben, imagine que le trou serait, mettons, un poteau, là, Ouais. tu sais, qui est dans le chemin de l'air. Là, on là. regarde ça d'en haut. On regarde ça d'en haut, puis Ah. l'air, il s'en va le long des petits pointillés rouges. C'est des salles, man. Le crise d'air Mhm. fatigant qui veut pas être homogène Ouais. dans le matériau. Ah, tu vois, on en parlait tantôt. Fait que là, ben, pour contourner l'obstacle que représente le trou, ben, tu vois que les petits pointillés ils sont plus proches dans la section qui tantôt était représentée en rouge Ouais. et dans la section où il était représenté moins en rouge, plus en bleu plutôt. C'est ben, il y l'air en a qui se pas. compacte plutôt En quelque que. sorte, ouais. Dans Ouais, notre ouais, ouais. analogie, ça serait ça, ouais. Ça crée un petit peu de vide ici, peut-être. Y a-tu une espèce de cyclone, puis là, tu peux faire des enfants éthérés, là. Et c'est bon. Non, ça part bon. Ça part bon. Faudrait que je sorte mes livres, Tommy, là. Non, je pars bon. Continue. Ben, en fait, c'était juste une petite parenthèse que je voulais ouvrir sur les éléments finis puis le concept de concentration de contrainte. Ouais. Parce que on va en reparler un petit peu tantôt. Là, dans le fond, je voulais montrer à travers ce qu'on vient d'expliquer que si tu crisses un avion, une bâtisse avec je sais pas comment de livres de gaz qui brûlent, puis que ça attaque la poutre de manière thermique, ses propriétés mécaniques vont changer pour quelque chose qui est moins préférable. Ouais, j'aime ça comment tu as pris la porte par en arrière pour te rendre là. Oui. Ouais. Et puis, les poutres vont commencer à se déformer. Puis là, il va survenir un phénomène, si tu veux passer à la prochaine On diapositive. appelle là, le C'est un drôle de nom, parce que ça s'appelle du flambage ou du flambement. Ça n'a rien à voir avec les flammes là, ou le feu. Là. Mais ça s'appelle comme ça. Ça, là, si tu vois en haut, là, c'est schématisé dans différents contextes avec différents types d'encastrement. Mais en gros, si tu soumets une poutre à une contrainte en tension ou en compression, là, dans ce cas-ci en compression, ça va de soi, là, elle va avoir tendance à se déformer comme ça. Puis passer un certain seuil, elle sera plus capable de supporter sa contrainte. Parce que, tu sais, mettons, tu prends la règle là, qu'on parlait tantôt, là, si tu pèses dessus, tu la contrains À un en moment tension, donné, à un ça moment va donné, elle va devenir- courber, puis ça elle va va- devenir super facile de continuer de la plier, C'est ça. comparé à quand elle a une certaine rectitude d'axe. C'est ça. Puis ce phénomène-là est exacerbé significativement par la température de la poutre
de par sa propension à se déformer plastiquement plus facilement, Exactement. comme en on témoignaient a les, vu dans cette le- réaction à différentes températures. tout à Voilà, l'heure. voilà la tabarnak. Donc, Ah, c'est une poutine. en définitive, pour le fameux mythe du gaz d'avion qui brûle, que l'acier ne fond pas, on s'en torche que ça ne fonde pas parce que l'acier, il va être il va résister à une beaucoup moins grande contrainte parce qu'il est chauffé. Puis en plus, il va se déformer plastiquement beaucoup plus facilement. Puis les phénomènes, notamment de flambage, vont survenir de manière beaucoup plus critique, beaucoup plus rapidement. Gorg m'a envoyé une petite vidéo de 2 minutes. OK. Tu vas voir, ça a Ben, c'est super- parfait parce que ça concluait le premier mythe que je voulais attaquer. Ensuite, on pourra aller dans le fameux B25 qui a foncé J'ai dans beaucoup l'Empire aimé State comment Building. c'est très bien expliqué. Merci. C'est très scientifique. Oh yeah! So I am taking time out of my busy day to try to put to rest one of the more moronic things I have seen on the internet lately. J'essaie de mettre fin à une des choses moronnes Through my que j'ai vues sur Facebook feed, Internet. I saw yet again that old tired argument, that question. Jet fuel only burns at 1500 degrees, and since steel Là, il dit melts le at gaz d'avion 700 ne fait que degrees, brûler à 1500 degrés 9/11 Fahrenheit, mais I'm l'acier so brûle. sick and Puis là, il tired va. of this Il argument. dit je suis tanné d'entendre parler I de am ça. not going to make any claims to what did or Moi did aussi, not man. happen. If it was conspiracy, I do not care. What I am upset about is the retarded, hypocritical things that you guys are Hey, merci, le jeu c'est sérieux pour le raid. Jet fuel does in fact burn 1500 degrees. Steel will start melting some carbon at 2300 degrees. But if you hold this up as a reason for conspiracy, you are an idiot. This is a piece of T'es plus un idiot, Tommy, maintenant. A36 structural steel designed for structures. This is a 250-pound anvil. I'm going to put this steel in the back of this anvil, and I'm going to lift this 250-pound anvil with this bar of steel. Do you see how the structural steel is supporting this anvil? Okay. There. Now, in my furnace, I have an identical piece of half-inch Ah, c'est intéressant. Là, tu vois, il va démontrer just like exactement this. ce dont on parlait. And it's gonna be around On va prendre un acier 1800 chauffé, puis tu vas voir la degrees, just différence. 300 more than jet fuel when it comes out. And I want you to see something very interesting. Go into En the plus, c'est le fun, forge. il le fait dans un monde pratique. Là. En plus, j'ai l'impression qu'il a pris un alliage structurel là, spécifiquement But not fait melted. pour ça. Obviously, it is not Tu sais, melted. quand l'acier est incandescent, ça veut dire qu'il est au-dessus d'à peu près 1000 degrés. I'm gonna take my pinky Au-dessus de finger. 800-900 My d'ailleurs. pinky finger, Hey, hein? half-inch solid steel. Check it out. It's a freaking noodle. Your Puis en argument is passant, invalid. Get over it. Find a Cet job. acier-là, t'as remarqué à quel point il s'est déformé de manière plastique sans rupture. C'est vrai. Parce qu'il est très, très, très ductile dû à la température à laquelle il a été chauffé. La petite température. Oui, man, c'est fatigant. D'ailleurs, il fait chaud. Oui. Oui. Ouais. Le musée de la sudation, man. Ouais, monsieur. Et ici, c'est ton affaire de bomber. Oui, ça, c'est l'avion en question que entré. Ben, pas celui. Non, c'est pas vrai. C'est pas l'avion en question. C'est le même modèle que l'avion en question qui a entré en collision avec le World Trade Center. Excuse-moi. Le Empire State Building. Ouais. Si ma mémoire est bonne, bon, j'ai pas le goût de checker dans mes notes, là, mais c'est juste après la guerre ou à la fin de la guerre, donc probablement 1944-1945. Il y avait énormément de brouillard ce jour-là, et puis cet avion-là faisait un vol de routine, et puis malheureusement n'a pas vu la tour à temps et est entré en collision avec, très haut dans la tour, là, tu sais, il était quand même... Hey, c'est concept en esti, ça, là. Puis aussi, en 1945, tu sais, D'autres gros buildings autour. des gros il y en avait buildings comme ça, il n'y en a moins, pas tant que ça, là, comparé à maintenant. Là. Ils sont, fait que, tu sais, le pilote, je sais pas, j'ai pas creusé sur les détails qui Mais entourent c'est ça. arrivé. Mais c'est arrivé. C'est un accident, c'est des choses qui peuvent se produire. OK? Est-ce que tu peux mettre l'autre diapositive, s'il te plaît? Mais, hein, man. Yes, sir. Hey, Dominique il est venu faire le show avec nous autres, puis il a ramené un autre litre de Calvados. On va-tu l'ouvrir? Je sais pas, mais moi, je suis en train de finir le mien, là, tranquillement. Là, je vais parler... Parle-moi de crankshaft, c'est quoi ça? C'est ça, je vais t'expliquer ça. Je vais parler de ce qu'on appelle en génie mécanique d'optimisation. OK?
Je veux faire la distinction entre les deux tours. Puis je vais parler de facteurs de sécurité aussi, Nadine, comme tu avais dit tantôt. Tu vas être contente, j'imagine. J'espère, en tout cas. Je veux faire la distinction entre les moyens dont les ingénieurs avaient à leur disposition en 1912-13 à peu près, qui est la date à laquelle on a construit puis érigé l'Empire State Building, versus les moyens techniques à leur disposition, comme notamment les éléments finis, dont les ingénieurs peuvent bénéficier pour faire la conception de structures éléments finis, tu veux dire les différentes sortes d'acier, d'aluminium. Non, je parle de la méthode d'analyse par éléments finis, comme les petits... On avait parlé tantôt. Les simulations qu'on avait vues, comme la plongeoire, par exemple. Oui, je comprends. Ça, c'est pas possible d'être fait avant les années 70-80 même. Avec les ordinateurs. Là. Parce que, d'une part, je comprends qu'il y avait des ordinateurs avant les années 70, là, mais ça demeure une quantité de calcul excessivement lourde à faire. Ça prend beaucoup de computing power pour faire ça. Surtout si tu as une grande quantité de petits éléments finis. Puis normalement, plus tu veux avoir une simulation qui va représenter fidèlement la réalité, plus tu veux avoir un grand nombre d'éléments finis. En opposition à ce que tu voudrais ultimement, en théorie, d'un nombre d'éléments infinis. Tu comprends? Tu voudrais avoir des petits morceaux de matériaux infinitésimalement petits qui s'influencent les uns les autres pour avoir presque exactement ce qui se produirait dans la réalité. Pour connaître. Avec quelques millions, c'est amplement suffisant pour avoir un résultat fiable. Puis aussi, tu veux quand même prendre en considération la tâche que tu demandes à un ordinateur. Si ça te prend 120 ans à faire ta simulation, tu ne gagnes rien. Fait que tu veux le faire à des délais raisonnables. Ce qui n'était pas accessible, du moins facilement, pour les ingénieurs d'avant les années 70-80, on va dire. The Years of Yonder. C'était connu. Probablement qu'à l'école d'ingénierie, ils en parlaient. Probablement que les physiciens s'en servaient un peu aussi, mais c'était quand même plus limité comme accès. Maintenant, c'est pas du tout le cas. Ça, d'ailleurs, je vais en parler, là, mais ce qu'on est en train de voir, là, je vais montrer un exemple d'optimisation que j'ai fait à l'université. Puis là, j'étais juste étudiant à ce temps-là, j'étais pas tant... pardon? Sur les Baja? Oui, pas tout à fait, mais oui, en fait, on avait la formule SAE puis le rallye Baja aussi. Puis je crois que mon Bell Crank, c'est pas celui qu'on voit dans la photo, mais j'en ai conçu un comme ça, j'en ai optimisé un qui est allé, je crois qu'il est allé dans la formule SAE par exemple. Je crois qu'il n'a pas été dans la formule Baja, mais peu importe, c'est le même genre de pièce. Puis ce dont je veux parler, c'est surtout que quand les ingénieurs n'ont pas accès à ces méthodes-là, ils vont employer, on emploie toujours ça, mais en ingénierie, on utilise un facteur de sécurité, pour se protéger contre une erreur qu'on aurait pu commettre ou le fait que notre calcul ne serait pas assez représentatif. On va faire sûr que ça peut tenir 2000 livres, même si on a besoin de juste 1000 pour se garder un lousse. C'est ça. Fait que, tu sais, en usine, par expérience, tu peux pas avoir un câble d'acier qui va tenir 5000 livres et dire au gars 5000 livres max. Parce que là, maintenant, ça va être 5100 livres. C'est ça. On l'essayer, ça ne marchera pas. Fait que là, tu vas dire, mettons 2500 livres max. Fait que là, maintenant, il y a un fin finaux qui va mettre 3000 livres, puis ça va pas t'arracher. Fait que c'est un peu le même principe. Quand tu fais ta conception, tu mets un facteur de sécurité pour t'assurer que même si toi, tu as calculé que la contrainte maximale qui allait être tolérée par ton assemblage ou par ta pièce mécanique allait résister quand même à un peu plus pour être certain. Puis quand tu n'as pas la méthode des éléments finis pour faire tes simulations, tu prends un esti gros facteur de sécurité pour être sûr. Je comprends. Oui. Tu as moins besoin d'un aussi gros facteur de sécurité quand tu as des simulations plus fidèles. Tu as plus d'inconnus, fait que tu te gardes encore plus de range. Exactement. Oui, c'est Puis ça. ce que tu vas remarquer aussi, si tu vas, peut-être maintenant que j'en parle, peut-être tu vas voir des vieux ouvrages d'ingénierie qui datent de 50, 100 ans et plus. Mettons un vieux Christie de pont en Angleterre. Tu vas voir, il y en a de l'acier en esti après ça, man. Plus qu'il y en aurait réellement besoin, probablement. Ils n'ont pas pris de chance. Tu vas voir aussi des designs avec moins de courbes, puis plus de... Les méthodes s'affinent, fait que les designs puis les résultats changent. Puis là, en optimisant, tu peux avoir tu te rends compte que finalement, tu n'as pas besoin d'autant d'acier. Puis de l'acier, c'est de l'argent. Dans une structure, du béton, ça coûte un certain prix, mais c'est bien plus facile à obtenir puis à acheter que de l'acier. Puis c'est plus facile à couler qu'à assembler des poutres d'acier ensemble avec des calculs de plus. Puis bon. Bref,
le Empire State Structure Building... cristalline, tantôt, j'aime ça, puis tout, là, c'est vrai Ouais. que... Ouais, j'aime Mais ça. hein, On le est réseau, vraiment dans... le réseau ouais, cristallin, Tommy ouais. le temps. Ouais, ça, là. Ouais. Donc, bref, l'Empire State Building, lui, a été conçu dans un monde où il n'y avait pas accès à ça, au début du 20e siècle, en l'occurrence. Donc, il y a des gros facteurs de sécurité. Donc, le design de l'Empire State Building est nettement différent de celui du Empire State Building, où on s'est servi de méthodes d'analyse et de simulation modernes pour optimiser la structure, pour pouvoir avoir plus d'espace par étage, placer plus d'équipements par étage, que ça coûte moins cher, que ce soit plus beau, etc. OK? Maintenant, je vais te montrer un exemple concret de ce que c'est que de l'optimisation en ingénierie. Un exemple assez simple, comme je disais, que c'est moi qui ai fait avec un de mes collègues à l'université il y a longtemps. Salut Félix, si tu vois ça. Mais... Reste Félix, pas Hey, man, Félix. on était dans la merde, là, ce cours-là. J'avais de la misère, là. J'avais de la misère à réussir. Puis ce travail-là avait valu vraiment beaucoup de points. Puis ça m'avait vraiment sécurisé pour l'examen final. Bref, ça avait bien été. Fait que je suis game de le montrer, même si j'étais étudiant. Là. Je vais juste expliquer c'est quoi la pièce en question. Là, ce qu'on voit, ça s'appelle un bell crank, OK? L'espèce de pièce dans le milieu encerclée, OK? C'est ça que j'ai optimisé. Là, le bolide qu'on voit, là, l'essieu dans le milieu de la roue, si tu veux, est quasiment à même hauteur, le centre de la roue, là, est quasiment à même hauteur que le chassis. Là. Je sais pas comment on dit en français. Le châssis. Le body. Le body. C'est ce qu'on dit, le châssis. En tout Ouais, cas, c'est le châssis. la structure là, sur laquelle tous les équipements sont installés, notamment les roues. OK? Fait que là, ça serait compliqué. Normalement, tu voudrais probablement mettre ton couple d'amortisseurs ressort qui va encaisser le... Ou des mags. Non, pas les mags. L'espèce de spring que tu vois là, qui sert à amortir les chocs quand la bolide se déplace. Celui-là, ouais. Tu voudrais le mettre directement entre la roue et le châssis. Mais là, la géométrie ne le permet pas. Parce que la roue, tu sais, la garde au sol est basse. Fait que là, comment on transmet les chocs en dur, les essieux, à ton couple de ressort amortisseur avec cette pièce-là? Fait que là, l'espèce de truc à droite, l'espèce de tige, normalement, on appelle ça un push rod parce que sa seule fonction, c'est sert à transférer le levier de la puissance, de la force. Puis le bell crank est encastré dans le boulon que ta souris est dessus. Ça bouge pas. Puis ça pivote autour de cet axe-là. Puis quand la roue frappe une bosse, ben là, le push rod fait faire tourner ça autour du boulon qui est dans le milieu. Puis c'est le ressort qui l'encaisse. La petite physique à la marde de tabarnak. Physique de calice. On est encore des leviers. Ouais, man, nos tu t'en tires pas, man. Grecs faisaient ça dans le temps. Hey, tu t'en tires pas les leviers, Tamine, tu t'en tires pas. Va falloir qu'on invente quelque chose de mieux que les leviers à un moment donné. Levier 2 à un moment donné, là, hein? Ouais, le levier 2.0. Ben, c'est un peu ça. Je sais pas vrai, mais une chance qu'il reste du Calvados. Bon, c'est bon. Hey, moi, je vais prendre un shooter d'abord. Let's go, man. Fait que ça, c'est toi qui as fait ça à la University, là. C'est quoi, t'as rajouté une affaire de magie de même? Pas celui-là, ça c'est l'ancien. C'est un autre qui a été fait par quelqu'un d'autre. Là. Mais j'en ai fait un différent. Ça, excuse-moi. Ça, ben oui. Ça, c'est fait avec un logiciel qui s'appelle SolidWorks, Nadiane, si tu connais peut-être ça. SolidEdge, bon, c'est pareil. Il y a un axe Z. Mais ça, oui, parce que là, on est en 3D, man. Fait que ça, c'est notre bell crank qu'on vient de voir tantôt, mais non optimisé. Fait que c'est un beau gros bloc de métal avec pas de trou, toute droite, comme probablement un ingénieur du siècle dernier aurait dessiné peut-être. OK? Ouais. Le plus gros trou, ça, c'est le boulon autour duquel on tourne. OK. Puis la push rod est encastrée à un des deux trous, puis le ressort amortisseur à l'autre. C'est ça. Ça, okay. c'est... Mettons, ça, ce trou-là ici, ouais. c'est... ça ici. Exactement. Là, c'est ça. Et puis, celui en haut, c'est celui à droite, celui en bas, celui à gauche. Mais ça pourrait être l'inverse, ça n'a pas d'importance beaucoup. Là. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une pièce qui n'a pas été optimisée. Fait que si tu passes à la prochaine, là, on va les faire vite parce qu'il y en a beaucoup. Là, ça va aller vite, mais si tu veux voir une simulation par élément fini de ça, quand tu le soumets à une contrainte, qui serait un choc, mettons, qui serait que la roue entre en contact, tu vois où la contrainte se concentre. Le long de ça, puis beaucoup là. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine homogénéité le long du côté où ta souris était. Puis tu vois aussi qu'il y a beaucoup de bleu, tu sais. Oui. Ça, le bleu, là, ça, c'est une section où il n'y a presque aucune concentration de contrainte dedans. C'est ça. Ça veut dire que tu peux enlever du gras. Ça, c'est du gras. Tu peux couper dans le gras, comme on dit. OK, ça sert à rien que ce soit là. Non, exact.
Fait que là, c'est ce qu'on fait dans ce temps-là. Ben, on va enlever de la matière. Un trou. On va faire un Next. trou. Là, regarde, j'ai donné un profil plus smooth avec des petites curves. Parce qu'on Check peut, là. man. On a les éléments Ben finis. ouais, On est en certain. 2018 à Barnac. Colin. Fait que là, j'ai mis des curves sexy. Wow, je le vis, j'aime ça. Oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on refait la simulation. Ben, on a faut. ça. Et là, tu vois, la contrainte se concentre dans cette Le région-là. long shaft, hein, en dessous du shaft. Ah, Ah! On continue d'enlever de la matière. Il reste plein de bleu. Ça, là, on le voit pas bien, mais ça, c'est comme... regarde, passe à la suivante. C'est vue de profil, là, ça donne ça. OK. Fait qu'on va laisser comme des languettes pour pouvoir passer nos boulons puis nos Ok. encastrements pareils. Fait OK. que là, next, on fait la simulation. Regarde, tu reconnais la forme. Là, Ouais. tu vois, la matière a été enlevée. Là, t'as fait du trou à l'intérieur. Ouais, fait que là, on a enlevé beaucoup d'acier encore. Là. Fait que là, tu sais, il reste plein de bleu. Ouais. Fait qu'on en continue. On continue d'enlever de la matière. Wow, quand t'as l'élément Schneider, ça Les va éléments bien. Schnaggers, man, on Ouais, vous m'assure. Fait que là, tu peux comme... Là, moi, j'ai enlevé ça. Wow. Hey, il va-tu en rester à la fin? Je sais pas. Ben là, il faut... C'est où? Là, regarde, on enlève ça. On fait le trou, non, non, On non, refait non, la non. simulation. On remarque que ça n'a quasiment rien changé. La contrainte est encore à peu près à la même place. Il reste plein de bleu. On continue d'enlever de la matière. Ouais, mais le rouge est à la même place Oui, encore. mais en passant, tu peux-tu revenir? Tu vas le casser. J'aimerais hein. ça dire de quoi, je pense, qui était un peu drôle. Ben, tu peux le remettre quand on voit le rouge et bleu. Tu sais, là, Dom Moret, là, puis cette gang de bozos là, qui dit Ouais. Ah non, tu mets du rouge partout, si on va brûler. Ça, là, le fait que ça soit rouge ou bleu, là, ça veut pas dire que là, vu que c'est rouge, ça va tout péter puis qu'on a dépassé la contrainte ultime. Là. Mesure. Ça veut dire que c'est là que la plus de contraintes puis que le bleu, c'est là qu'il y en a le moins possible. Ça Voilà. veut pas dire que tu es en train de dépasser des seuils critiques. Non. OK? On voit sur l'axe la contrainte de von Mises, là, c'est la plus grande contrainte dans toutes les directions. On ne s'éternisera pas, mais il y a une contrainte maximale qu'on peut dépasser. Puis là, ben, avec à droite, on n'ira pas dans les détails, mais Von on peut Mises. voir que c'est ça. Ouais, la contrainte de von Mises. Ouais. C'est que Je trouvais j'aime ça bien drôle à l'université aussi. Mais c'est pas parce que c'est rouge qu'on dépasse le seuil critique qu'on veut pas dépasser de Nécessairement. déformation plastique. tu sais. C'est ça, ouais. Donc, next. On continue d'enlever de la matière. Là, on le regarde de profil. On perce un trou dedans. Encore l'autre suivante. Wow. Même chose, mais l'autre bord. Hey, Et pauvre puis là, pièce. oui, là, regarde. Là, la contrainte a changé de place un peu, mais on est quand même dans une région qu'on peut tolérer ça, selon mes calculs, selon un facteur de sécurité. Ben oui. Fait que là, ben, là ça nous donne notre pièce optimisée. Il y a beaucoup moins d'acier dedans, puis tout est sécuritaire. Sauf qu'il y a une dernière affaire, et je veux parler de celle-là, l'image que tu viens de t'arrêter dessus, Wow. qu'il faut prendre en considération. Non, l'autre Attends après. un peu, non, mais Ah ouais, ben, ok, vas-y. pareil, là. Ouais, mais ça, c'est pas les contraintes qu'on voit là. On l'a regardé de l'autre bord. Ça, c'est le fameux petit E tantôt. Ça, Ah! c'est des déplacements. Fait que ben, là, ils sont exagérés dans une grande Je comprends, proportion. ouais. Mais On là, voit ce les que tu petits vois, E c'est que ici, aussi, là, tu vois. Ouais, mais là, le E, il veut dire exponentiel. C'est pas Ah, le même E, là, mais peu importe. Là, ce que tu vois, c'est les déplacements qui sont représentés par les couleurs. Fait que là, tu OK. sais, mettons, là, tantôt, là, te rappelles-toi la plongeoire qu'on avait, là? Ouais. Ça serait quasiment l'inverse des couleurs si on avait représenté les déplacements au lieu des contraintes. Parce que sur le bout de la plongeoire, où elle plie, c'est là qu'elle se déplace le plus. Ouais, Puis à ouais. l'encastrement, elle bouge pas. Mais ça, c'est une représentation de ça. Fait que là, puis ça aussi, c'est important, rappelle-toi le phénomène de flambage tantôt. Tu sais, Ouais. il pourrait avoir Si flambement. ça dans- commence, c'est de plus en plus facile. Exact. Puis là, ben là, tu gagnes plus rien. Quand même que tu dises, ouais, mais là, ma contrainte élastique est Non, correcte. Ouais, non, mais moi, je Chris, suis sûr non, qu'on man. peut chialer puis aller à ta whoop, mettre ça sur le dos de Ouais, quelqu'un d'autre. merde, avec ton petit. C'est ma première éléments journée! finis. Ouais, c'est C'est Noël du Il y avait un campeur. professeur qui disait quand on chiolait après nos notes puis nos affaires, il disait ouais mais là le pont est tombé là, tu sais. C'est vrai. Qu'est-ce-moi à peine, dans le fond ça voulait dire. C'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça que ça Fait qu'à un veut moment donné, dire. tu sais, puis C'est pas une job de lutin, ça, là. je Je reviens. comprends que le facteur de sécurité, t'es mieux d'en mettre une couche. Oui, là, tu sais, exactement. c'est un pont, là. Des fois, il y a des enfants qui vont sur le pont. Hey, les enfants, ta pancarte Tommy, ils sont là. C'est vrai. T'as pas- Ouais, je l'ai pas ici. Ah, toi, bon, j'espérais. Bon, c'est pas grave. Sont-tu c'est pas là? grave. On peut s'imaginer un enfant. On va s'imaginer une pancarte d'enfant. Ouais, On peut s'imaginer, ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est ça. Fait que ça, c'est le genre de simulation que tu peux faire maintenant. Puis c'est avec ça que beaucoup de structures sont simulées. Optimisé avec le temps. là. Fait que là, ben, tu peux avoir des taux qui montent plus haut, avec plus d'espace dedans, puis qui vont quand même répondre à des fonctions dont on attend d'elles. Tantôt, on a vu que 20 degrés Celsius, c'était comme un standard dans l'autre tableau. C'est-tu comme ça un peu tout le temps? C'est-tu comme la valeur de base autour de laquelle la majorité des ingénieurs essaient de construire les valeurs de leur... Une bonne question. Tu
c'est pas vraiment... il faut que tu considères qu'il peut y avoir un incendie, mettons. La tabarnak, c'est Ouais. vrai. Tu sais, C'est par vrai. exemple, là, Ça demande jamais. tu peux faire cette simulation-là. Moi, dans la simulation, je me souviens pas, ça fait des années que j'ai fait ça, mais le logiciel qui fait les calculs, faut que tu lui dises c'est quoi l'acier, faut que tu lui dises c'est quoi ses propriétés, faut que tu lui dises c'est quoi la température. Parce que si j'ai dit fais-moi cette simulation-là, mais à 800 degrés, ça donnera complètement pas la même affaire, là. non, je comprends. Tu sais? Fait que, bref, pour répondre à ta question, c'est vérifié à plusieurs températures. Plusieurs températures, plusieurs ben oui, pour simulations. essayer de pallier. Puis les tout. ingénieurs qui ont conçu la World Trade Center, d'ailleurs, avaient fait des simulations en cas d'écrasement d'avion parce qu'ils savaient, là, le B-25 dont on parle, là, ils sont au courant, ils sont pas câbles, là, ils savent que c'est une possibilité qui existe. Mais plein d'autres choses sont arrivées qui ont fait qu'ils n'ont pas réussi à atteindre l'incendie. Plein d'autres choses. Oui, puis on va faire un petit tableau, là, justement, regarde. Ça, c'est tout plein de différences entre nos deux tours puis comment ça s'est passé. Là. Ah, pour en revenir au fait qu'il y a eu jadis un bombardier qui est foncé dans l'Empire State Building. Là, on se dit c'est un building qui a été construit jadis. Fait que peut-être que le facteur sécurité est un petit peu plus là aussi sur Exactement. certains aspects. Oui. Il y a plein de manières qui peuvent expliquer pourquoi que ce building-là a fait à un écrasement d'un bombardier par rapport à le World Trade Center. OK, j'aime ça. OK, Très parfait. bien synthétisé. Je comprends le Tu point. me coupes l'herbe sur le pied, c'est vrai, tu as raison, absolument. Maintenant, voici justement, ça c'est celui-là, puis il y a un autre tableau semblable après. C'est la conclusion de mon dossier d'ailleurs. On peut aller voir les différences. Là, notamment, c'est pas le même type de carburant. Si tu vois, la température atteinte elle est différente aussi. Ouais. Dû au fait que, notamment, c'est pas le même carburant. Le point d'ignition, puis la température que ces feux-là brûlent est pas la même. Donc, le carburant ici dans l'Empire State Building est à 800 degrés Celsius. Un peu moins beaucoup chaud plus que l'autre, localisé. probablement. 1000 à 1500 degrés Celsius sur plusieurs étages parce que c'était des avions qui venaient de décoller des States puis qui s'en allaient en Europe. Exact. Il était comme plein de carburant encore parce Exact. qu'ils venaient de partir. Fait que là, ça fonce. Fait que là, t'as des milliers de livres de carburant qui vont se répandre en liquide, en feu dans les étages. Puis là, ça peut pénétrer aussi dans les espèces de centres. Souvent, il y a un tunnel anti-incendie en ciment dans Oui. le milieu Oui. pour que ça... Fait que là, puis là, c'est presque le double, là, 800 à 1500. Oui, là. exact. Mais en fait, c'est sûr que c'est pas allé jusqu'à 1500 parce que les poutres auraient fondu, justement. Ouais, c'est vrai. Ça a Mais, tombé avant. Parce de que ce le compte-là. feu, il se déplace un petit peu, là. Ouais. Mais, bref, tu as entièrement raison. D'ailleurs, c'est dans le prochain tableau. Attends un petit peu avant de changer. J'ai les proportions exactement de ce que tu viens de dire. OK. Puis, c'est ça. L'incendie s'est étendu plus, puis a duré plus longtemps. Ici, on voit c'est 1 ou 2 étages. Ici, beaucoup plus gros sur plusieurs étages. Propagation plus rapide. Exactement. Imagine, mettons, là, faut que tu imagines, là, tu sais, 3 piscines et demie de carburant en feu. Dès que ça touche l'oxygène, là, dès que tu as du carburant, ça part en feu, puis ça s'en vient sur toi. Ouais. Je veux dire, ça devait être capoté, ça. Un autre facteur important, la durée des incendies. Celui de l'Empire State Building aurait finalement été contenu en dedans d'une heure. Donc, le nombre de temps que ton métal chauffe, ça a un énorme impact. Et puis, dans le cas du World Trade Center, ben en fait, l'incendie n'a jamais pu être contenu. Pour plusieurs raisons. Ben non, il a tombé avant. Ouais, mais les pompiers ont resté pris à des places. Il y avait des consignes contradictoires aussi. Ils ne savaient plus où c'était, où ça changeait de place. Puis, chose importante à mentionner, notamment concernant les consignes qui peuvent être contradictoires qu'ils recevaient. L'Empire State Building, c'est un avion de l'armée. Fait que l'armée, il sait c'est qui, quoi, où, quand, comment, tout. Là, tu as affaire à une attaque terroriste. Il y en a-tu d'autres? Combien d'avions? La CIA, asti, la Maison-Blanche, descend en dessous, mon gars, c'est le chaos, tabarnak. Tout le monde capote bien raide. Il y a d'autres avions en même temps ailleurs qu'on parle pas aujourd'hui, mais tu sais, le Pentagone a été touché presque, ou une partie en tout cas. Fait que là, tu sais, les pompiers puis les polices, là, ils se font dire toutes sortes d'affaires, là, puis là, ça change de minute en minute, de telle sorte que ça a beaucoup compliqué les opérations des pompiers, qui n'ont pas réussi à contenir l'incendie à temps. Et puis, comme je disais tantôt, les ingénieurs avaient fait des simulations en cas d'incendie provoqué par un écrasement d'avion notamment, mais ils n'avaient pas prévu que les pompiers ne seraient pas capables de l'éteindre dans certains délais. Tu sais, il y avait des contraintes dans leur simulation qui ont
qui ont débordé dans la réalité parce que c'était imprévisible, une attaque Ben terroriste. oui. Et puis... On peut pas tout prévoir. Exact. là, À un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux simuler puis prévoir. Donc, les conséquences, ben, on les connaît. L'Empire State Building a survécu, a même été réparé en quelques mois seulement, à grands frais, mais quand même. Or que le World Trade Center, ben, les 2 tours ont fini par s'écrouler, malheureusement, emportant plusieurs personnes avec elle. Là. C'est très triste. Effectivement. Si tu veux mettre la dernière diapositive, s'il te plaît, Tommy. Avec plaisir. Si on veut comparer les 2 avions un peu maintenant, justement, la masse de l'avion elle-même est différente, nettement. On parle de 8 fois plus à peu près, là, grosso modo, pour un Airliner 767. Moi, dans ma tête, comme bien du monde qui se font fait vendre un mythe complotiste par rapport à ça, dans ma tête, un bombardier, c'est plus gros qu'un avion de ligne, mais non. Pas un B-25 apparemment. Ben non. Moi, je savais pas. Ah je veux dire, un avion, un Boeing 767, tu mets C'est gros en asti, 300-400 man. personnes là-dedans, là, c'est du gros Airbus, là, c'est Ah tout ouais. le temps pas mal plus de troupes transporter du monde que des ordnance ou des Ouais. explosifs. Là, Dans le cas du B-25, il était presque à l'âge aussi. En plus, Puis là, on le voit, regarde la dernière ligne, là, carburant embarqué, presque 10 fois plus dans le Boeing, parce que le Boeing s'en allait en Europe. Le B-25 faisait un vol de routine vol de sans reconnaissance. grand déplacement. Donc, 10 000 gallons. Hein? fait que non seulement ces gallons-là, c'est du carburant pour l'incendie, mais c'est aussi une masse qui est transportée. Aussi. Fait que quand l'avion entre en contact avec la tour, l'énergie cinétique... Contrainte, asti. Exact. Les contraintes sont beaucoup plus grandes. Contrainte, tabarnak. Yes, sir, man. T'as bien compris le mot. Team contrainte. Su. Excusez. Sigma, j'arrête. man. Ah, ben oui, il y avait le Sigma, c'est la contrainte. Exactement. Comme ça, les lettres grecques. Hey, man, un élément fini, là, il y avait tellement de lettres grecques, je pense que je parlais grec après. Ah, ouais, hein? Ah, c'est incroyable. Mathématiquement, c'était compliqué, ce cours-là. Mais c'était le fun, par exemple. La science, c'est le fun, mais c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Mais ça vaut la peine, tant ouais. qu'à moi. Énergie cinétique relativement faible, dans le sens où l'avion allait pas très vite. L'avion allait beaucoup moins vite, presque 2 fois moins vite. Regarde la ligne en haut. OK. 370 km/h à peu près approximativement pour un B-25. Ah, puis les 2 autres, ouais. Les 2 autres vont Ouais. beaucoup plus vite. Ouais. L'énergie cinétique, C'est tu rappelles, particulier parce que ça c'est- se multiplie, ça, là, c'est exponentiel. Exact. C'est une courbe logarithmique, genre, là, tu sais. C'est pas, mettons, tu vas à 370 puis l'autre va à 740, t'as 2 fois plus. Il faudrait que je d'énergie vérifie les cinétique. équations de ça pour, Ouais, mais en tout cas, confirmer. Je crois que non. Je crois que ça croît linéairement et que c'est un produit entre la vitesse et la masse. OK. Bon, c'est lui qui connaît ça. là. Mais Moi, donc, allez pas au battre avec ça. Là. Je me protège. Il faudrait que je fasse des vérifications pour ça. Mais ce que je peux assurément dire, par contre, c'est que plus la vitesse d'impact est grande et plus la masse est grande, plus l'énergie cinétique est grande. Et donc, ça implique des dommages de plus. Et notamment, là, les poutres structurelles ont été endommagées beaucoup plus de par l'énergie cinétique déployée par l'impact des avions dans le World Trade Center que dans l'Empire State Building. Ça, rappelle-toi notre exemple de Fakir, Tommy. Si tu brises des poutres structurelles, tu enlèves des clous. Là. Ouais, OK? absolument. Ben oui, Ça, ben oui. c'est grave. Fait que là, toutes les autres, ils ont plus de contraintes. Fait que, Exactement. Puis là, ben, ils sont pas capables pétard. d'endurer parce qu'en plus, il fait chaud. Fait que c'est ça. Fait que bref, c'est pour ça que de faire la comparaison avec le fameux B-25 de l'Empire State Building et l'effondrement des tours n'a pas rapport. C'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Et puis, de prétendre que la température doit dépasser le point de fusion de l'acier pour faire effondrer une tour aussi, ça n'a pas rapport. C'est là-dessus que je conclus ça. J'aimerais aussi dire, tu me permets un petit 2 minutes? Ben, Une minute. prends-les, man, certain. Thanks, Tommy, t'es smart. Je voudrais juste Merci dire à toi d'être venu à nous ma voir. blonde qui m'a écouté répéter mon dossier hier. J'étais un peu nerveux. Puis aussi, hey, là, moi, j'étais en vacances. Fait que là, on s'est gâtés, man. On est allé au Strom Spa, un genre de spa norvégien. On s'est payé ça. Mais là, on n'avait pas de crème solaire. Fait que là, on s'est dit, oh, on va prendre une chance. Quelle idée d'épais. Là, j'ai des gros coups de soleil. Puis là, c'était en train de pleumer. Puis là, ça me démangeait, même tantôt, on s'en venait en auto, il a fallu qu'on s'arrête ces 4 flashers. J'étais en train de m'arracher les cheveux de sa tête.
J'étais dans ma chambre d'hôtel tantôt à côté, puis là, j'étais comme Chris, man, je peux pas canceller ça. Si je veux tellement le faire, puis là, je suis en panique. Finalement, on dirait qu'en ayant chaud, ça me pique plus. Ouais, fait que tout est beau. Fait que bref, puis là, je disais ça parce que ma blonde, elle m'a aidé beaucoup en me rassurant, en me calmant, en me mettant de la crème, pis tout. Oh, c'est donc bien gentil. Ouais. Elle était là, support moral, hein? Oui! Satellite positif, c'est important. Oh, merci, madame, et merci à toi aussi, Dominique. Plaisir, Tommy. T'es sur Twitter, t'es sur Facebook. Oui, sur Twitter, ouais, on échange beaucoup là-dessus. On est des keyboard warriors. Oui, des woke. Hein? On est des radicaux, man. Gênez-vous pas pour le suivre. Merci beaucoup, Dominique. T'es tout à fait Tommy. bienvenu pour nous ramener quelque chose de l'autre bord. J'ai mis un petit hommage à deux artistes musiciens qui sont décédés dernièrement. Il nous reste du Mercronspi notamment. On va terminer avec un Alexis. L'immigration militarisée, j'ai l'impression que ça va accélérer. Ça va être bon, merci ça. beaucoup, Dominique. C'est moi qui te remercie, Tommy. Une petite pause, on se rejase.